J'ai passé 40 ans à bâtir un foyer pour ma famille, pierre après pierre, sans jamais laisser paraître une seule fissure. Et j'ai failli tout balayer en 40 secondes, simplement parce que j'étais trop orgueilleux pour admettre que j'étais à bout. Aujourd'hui, quand je regarde ma femme préparer le café dans notre cuisine, j'ai une boule au ventre. Elle ne sait pas qu'elle a failli devenir veuve par ma faute. Elle ne sait pas que chaque matin, pendant 3 mois, j'ai livré un combat contre un ennemi que je refusais de nommer. Tout a commencé par une ombre. Une simple ombre dans l'escalier, à 7 heures du matin, mon café à la main. Ma vue s'est troublée, mon cœur a raté un battement, un raté sec, comme un moteur qui s'étouffe. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis redressé. J'ai serré les dents. J'ai avalé ma peur en même temps que ma salive. J'étais le roc, l'ingénieur, celui qui trouve des solutions, pas celui qui devient un problème. C'est en écoutant de tels récits que l'on se rend compte à quel point beaucoup de gens jugent encore l'âge de la mauvaise façon, n'est-ce pas? La vie ne s'arrête pas à 60 ans. Si vous êtes d'accord avec cela et que vous êtes aussi ici pour aider à briser ces mythes, laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela indique à YouTube que ce sujet est important et aide notre chaîne à transmettre ce message à plus de personnes. Profitez-en pour vous abonner afin que nous puissions poursuivre ce voyage ensemble. À 61 ans, je m'étais convaincu que la fatigue était une médaille d'honneur, pas un signal d'alarme. Je voulais prouver à tout le monde, mais surtout à moi-même, que le temps n'avait pas de prise sur moi. Je voyais ces jeunes sur les chantiers et je me lançais le défi de travailler plus dur, plus longtemps, pour montrer que le patriarche était inébranlable. C'était ça ma tentation, l'ivresse de l'invincibilité. Je me disais, c'est juste le poids des années, c'est le prix à payer pour avoir réussi. Je ne savais pas encore que ce silence, cet orgueil mal placé, était en train de creuser ma propre tombe sous le regard de ceux que j'aimais. L'idée s'est installée dans ma tête comme un poison. Admettre que j'étais fatigué, c'était mourir un peu. Alors j'ai choisi de mentir, et ce mensonge a failli être le dernier. C'est là que le duel a commencé. Un combat silencieux entre l'homme que je projetais d'être et la carcasse qui me lâchait. Chaque matin, le même rituel. Je m'asseyais sur le bord du lit, les mains sur les genoux, attendant que ce poids sur ma poitrine s'allège pour pouvoir simplement me lever sans tituber. Je me disais, c'est la fatigue des braves, Jacques. Tu as 60 ans, tu as bâti des ponts, tu as porté cette famille, c'est normal que la machine grince un peu. Je pesais le risque, ou plutôt je le minimisais avec une arrogance criminelle. Le récompense? Garder mon trône. Rester celui qu'on n'interroge pas, celui qui n'inquiète personne. La folie, c'était d'imaginer qu'en ignorant l'incendie, il s'éteindrait de lui-même. Pendant 3 mois, j'ai vécu dans une mise en scène permanente. Je rentrais du travail et je m'arrêtais sur le bas-côté, à 2 kilomètres de la maison, pour faire une micro-sieste de 20 minutes dans ma voiture. Pourquoi? Pour que ma femme ne voie pas mes yeux cernés. Pour qu'elle ne sente pas ma main trembler quand je l'embrasserai. C'était ça, mon dilemme, trahir ma propre faiblesse ou risquer ma vie. Et chaque jour, je choisissais le mensonge. Le point de non-retour est arrivé un mardi après-midi. Le secrétariat du cardiologue m'a rappelé pour confirmer mon bilan. J'avais le téléphone à la main, le pouce au-dessus de la touche. J'entendais mon cœur cogner de manière irrégulière dans mes tempes, comme un signal de détresse que je refusais d'écouter. Une voix dans ma tête me hurlait « Dis-lui oui, vas-y, sauve-toi !» Mais mon orgueil, ce poison que je prenais pour de la force, a pris le dessus. J'ai annulé. Pour la 3e fois. Je suis trop occupé, j'ai un chantier à finir, j'ai menti. En raccrochant, j'ai senti un froid glacial envahir mon bras gauche. Ce n'était plus une hésitation, c'était une sentence. J'ai rangé mon téléphone, j'ai serré les dents et j'ai franchi ce seuil invisible. À cet instant précis, je venais de vendre ma sécurité pour une image de façade. Je ne le savais pas encore, mais je marchais construit vers mon propre enterrement, le sourire aux lèvres. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai cru avoir gagné. Une sorte d'euphorie malsaine m'a envahi, comme si en annulant ce rendez-vous, j'avais annulé la maladie elle-même. Je me sentais puissant. J'avais repris le dessus sur mon corps, ou du moins, c'est ce que mon ego me hurlait pour me rassurer. Je retournais sur les chantiers avec une énergie renouvelée, une énergie de façade, mais elle suffisait à tromper tout le monde. Je portais des charges lourdes, je montais aux échelles, je donnais des ordres d'une voix ferme. Je voyais le respect, peut-être même une pointe d'admiration, dans les yeux des plus jeunes. Le vieux est increvable, ils devaient n'en se dire. Et moi, je buvais leur regard comme un élixir de jeunesse. Je m'étais convaincu que mon « incident » n'était qu'un bug passager, une faiblesse indigne de l'homme que j'étais. À la maison, je jouais le rôle de ma vie. Je riais plus fort, je m'occupais du jardin, je projetais des travaux pour l'été. Mes siestes secrètes dans la voiture, je les voyais maintenant comme une preuve de ma maîtrise,
une simple optimisation de ma machine. J'avais le contrôle total. Je protégeais ma famille de l'inquiétude et je me protégeais moi-même de la réalité. C'était ma lune de miel avec le mensonge. Mais avec le recul, je vois les fissures que je refusais de regarder en face. Sous ce vernis d'invincibilité, les fondations étaient en train de pourrir. Ce froid dans mon bras gauche ne partait jamais vraiment. Il restait là, tapi comme un serpent. Mon cœur, lui, continuait ses syncopes irrégulières, mais j'avais appris à ne plus les écouter. J'étais comme un capitaine qui repeint la coque de son navire pendant que la cale se remplit d'eau. Dites-moi la vérité dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette poussée d'adrénaline, cette certitude que vous avez battu la fatigue simplement en l'ignorant? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez plus fort quand vous cachez votre douleur à ceux que vous aimez? Faites attention, parce que cette sensation de contrôle, c'est le chant des sirènes, c'est l'anesthésie avant l'amputation. J'étais au sommet de mon illusion, persuadé d'avoir vaincu le temps. Je ne savais pas que chaque pas que je faisais dans mon jardin, chaque rire que je partageais avec ma femme me rapprochait d'un mur que je ne pourrais pas franchir. J'étais aveugle et mon orgueil tenait le bandeau. Et puis, le vernis a fini par craquer. La réalité a défoncé la porte de mon déni un samedi après-midi, lors d'un moment d'une banalité révoltante. Je tondais la pelouse, je voulais que tout soit impeccable pour le barbecue du lendemain. Je me répétais mon mantra habituel: « Allez Jacques, encore 10 minutes. Montre-leur que le vieux en a encore sous le capot. » Mais soudain, le sol s'est mis à tanguer. Ce n'a pas été une chute brutale, non, c'était bien pire. Une capitulation lente. Mes jambes sont devenues 2 colonnes de béton liquide, totalement étrangères à ma volonté. J'étais là, planté au milieu du jardin que j'avais moi-même dessiné et bâti, incapable de pousser une tondeuse de 20 kilos. L'air est devenu épais, brûlant, comme si mes poumons essayaient de filtrer de la ouate. Ce froid dans mon bras gauche que j'avais poliment ignoré pendant des semaines a soudain hurlé. Ce n'était plus un avertissement, c'était une morsure. C'est à ce moment-là que j'ai vu Sylvie sur la terrasse. Elle ne me souriait pas. Elle me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue en 30 ans, une peur glaciale, une sorte de pitié horrifiée qui m'a transpercé le cœur plus violemment que n'importe quelle angine de poitrine. J'ai essayé de lui lancer mon mensonge automatique, ce «ça va, je reprends juste mon souffle», qui m'avait sauvé tant de fois. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, étouffés par une vérité amère que je ne pouvais plus fuir. Je n'étais plus le roc. J'étais une ruine qui faisait semblant d'être un monument. J'ai réalisé, avec une honte dévorante, que mon contrôle était une illusion criminelle. Je pensais protéger ma famille en me taisant, mais en regardant le visage décomposé de ma femme, j'ai compris que je ne faisais que préparer son deuil en silence. L'aventure de l'invincibilité venait de s'arrêter net. La tension dans l'air était devenue électrique, presque irrespirable. Je sentais que chaque seconde qui passait sans que je n'avoue ma faiblesse nous rapprochait d'un point de non-retour où il n'y aurait plus personne à sauver. Le masque était tombé, et dessous Paransin, il ne restait qu'un homme terrifié qui voyait tant sa vie lui glisser entre les doigts, là, sur une pelouse fraîchement coupée. C'est à ce moment-là que j'ai commis l'irréparable. Au lieu de tomber dans les bras de Sylvie, de pleurer et de tout avouer, j'ai fait l'inverse. J'ai reculé. J'ai redressé les épaules malgré la foudre qui me traversait la poitrine, et je lui ai lancé un regard noir, presque méchant. « Occupe-toi de tes fleurs, Sylvie. Sylvie, je gère. » C'est terrible, n'est-ce pas? Cette capacité qu'on a, nous les hommes, à doubler la mise quand on sait qu'on a déjà perdu. J'ai décidé de m'enfermer dans une forteresse de silence. J'ai commencé à filtrer les appels de mon frère, qui s'inquiétait de ma mine défaite. J'ai évité mes vieux collègues de chantier, ceux qui auraient ni pu voir d'un seul coup d'œil que le roc était en train de s'effriter. Je me suis convaincu que tout le monde était contre moi, que leur inquiétude n'était qu'une insulte à ma virilité. Et pour justifier mon agonie, je me suis inventé les excuses les plus minables. C'est le stress du nouveau contrat, c'est l'humidité du sous-sol, c'est juste un manque de magnésium. Je mentais comme je respirais, avec difficulté, mais avec une obstination maladive. Mais le mensonge a un prix, et il est exorbitant. Mon monde émotionnel n'était plus qu'un champ de ruines. Je ne parlais plus à ma femme que par monosyllabes, de peur qu'un sanglot ne trahisse ma terreur. Et financièrement, c'était le début du naufrage. Comme je n'avais plus la force physique de superviser mes chantiers, les erreurs se multipliaient, les retards s'accumulaient, les clients commençaient à retenir les paiements. Je voyais les comptes de l'entreprise virer au rouge, mais je restais là, assis dans le noir dans mon bureau, incapable de demander de l'aide. J'étais devenu un étranger dans ma propre maison. Un fantôme qui hantait les couloirs, trop fier pour admettre qu'il mourait d'envie qu'on le force à aller aux urgences. J'étais seul,
terriblement seul au fond d'un puits que j'avais creusé de mes propres mains, centimètre par pur orgueil. Est-ce que vous comprenez cette folie? On préfère parfois faire faillite et mourir seul plutôt que de dire ces 3 mots: «Je n'y arrive plus». À ce stade, je n'avais plus aucun allié. J'avais repoussé tout le monde. Il ne restait plus que moi, mon cœur qui battait comme un tambour voilé, et cette ombre qui ne me quittait plus. Le mur était là, juste devant moi, et au lieu de freiner, j'ai décidé d'accélérer. C'est arrivé un dimanche soir, à l'heure où la maison devrait sentir le rôti et la sérénité. J'étais dans mon garage, mon sanctuaire, essayant de ranger des outils que je n'avais plus la force de soulever. Et là, le monde a basculé. Ce n'était pas une simple douleur, c'était une exécution. Un étau d'acier a broyé ma poitrine comme si un éléphant s'était assis sur mes poumons. J'ai voulu crier, mais l'air était devenu du plomb. Je me suis écroulé contre mon établi, faisant voler mes boîtes de vis, mes plans, toute cette vie de bâtisseur que je croyais invincible. Dans le fracas du métal sur le béton, j'ai entendu le silence de ma propre faim. Et le pire, ce n'était pas la douleur, c'était l'humiliation. Sylvie m'a trouvé là, gisant dans ma propre sueur, incapable de garder ne serait-ce qu'une once de dignité. J'ai vu son visage se décomposer, ce cri muet qu'elle a poussé. À cet instant, je n'étais plus le patriarche, le roc, l'ingénieur respecté. J'étais une épave pathétique qui avait menti jusqu'au bout. Le trajet en ambulance a été un flou de gyrophares et de froid polaire. Puis, les lumières crues des urgences, l'odeur d'éther, et ce médecin au regard laser qui m'a asséné la vérité comme une gifle. Vous avez ce qu'on appelle la faiseuse de veuve, monsieur. Votre artère coronaire est bouchée à 99%. Vous n'avez pas failli faire une crise cardiaque. Vous étiez en train d'en faire une depuis des semaines. C'est là que le sol s'est dérobé sous mes pieds, bien plus que lors de ma chute. Mes illusions de contrôle, en fumée, mon entreprise, liquidée mentalement à cet instant, car je savais que je ne remettrais plus jamais les pieds sur un chantier. Mon patrimoine, cette fierté de laisser un héritage, s'évaporait dans les frais médicaux et les contrats que j'avais laissés pourrir par orgueil. Je me suis regardé dans le reflet d'un moniteur cardiaque au milieu de tous ces tubes qui me maintenaient en vie. J'ai vu un étranger. J'ai vu l'architecte de ma propre ruine. J'avais construit des ponts pour tout le monde, mais j'avais scié celui qui me reliait à la vie. J'ai réalisé, avec une douleur plus tranchante que l'infarctus, que ma force stoïque n'était qu'une forme abjecte d'égoïsme. J'avais failli laisser Sylvie seule avec des dettes et un cercueil, simplement parce que je ne voulais pas porter une blouse d'hôpital. Je suis tombé si bas que je ne pouvais même plus regarder ma femme dans les yeux. L'orgueil m'avait tout pris, ma santé, ma carrière, et presque mon dernier souffle. J'étais au fond du puits, et le silence qui y régnait était celui que j'avais moi-même imposé. Le réveil a été plus brutal que la chute. Quand j'ai ouvert les yeux dans cette chambre d'hôpital, le silence n'était plus celui de mon bureau ou de mon jardin. C'était le silence blanc, stérile, de ceux qui ont failli ne jamais revenir. Je n'étais plus l'ingénieur Jacques, le bâtisseur, le roc. J'étais juste un corps branché à des machines, un homme en blouse ouverte dans le dos qui devait demander la permission pour boire une gorgée d'eau. C'est là, dans ce dépouillement total, que j'ai dû ramasser les débris de ma dignité. Pas pour reconstruire mon ego, celui-là était mort dans le garage, mais pour regarder en face le champ de ruines que j'avais laissé derrière moi. Je n'avais plus de mensonges en stock, la réserve était vide. J'ai dû affronter le premier regard de Sylvie après l'opération. Ce n'était plus de la peur, c'était une fatigue immense, une lassitude que j'avais moi-même gravée sur son visage. En voulant la protéger crâne de l'inquiétude, je l'avais condamnée à l'épuisement. Et puis, il y a eu le duel avec mon propre reflet dans la vitre de la chambre. J'ai vu ce vieil homme amaigri et je lui ai dit « Tu as gagné, Jacques. Tu as voulu être le plus fort, et regarde où nous en sommes. On a tout perdu pour une image de façade. » L'entreprise? Un désastre. Mes chantiers soit été à l'arrêt, les pénalités tombaient, non, et mon nom, autrefois synonyme de fiabilité, était maintenant associé à un homme qui s'était effondré parce qu'il ne savait pas s'arrêter. J'ai dû signer des papiers pour liquider ce que j'avais mis des décennies à bâtir, la main tremblante, sous le regard de mon comptable qui n'osait pas me regarder dans les yeux. C'était ça, le prix de mon silence. Une vie de labeur évaporée en quelques semaines de déni. Mais le vrai combat, le plus dur, c'était la rééducation. Apprendre à marcher 10 mètres sans que mon cœur ne s'emballe. Moi qui montais sur des échafaudages à 20 mètres de haut, je tremblais maintenant devant un couloir d'hôpital. Chaque pas était une humiliation, mais chaque pas était aussi une confession. Je ne me battais plus pour être un héros, je me battais pour avoir le droit de rentrer chez moi et de demander pardon. Je n'étais plus dans la victoire, j'étais dans la survie la plus pure.
Je savais que le chemin du retour serait long, que la confiance de ma famille était brisée et que ma santé resterait une porcelaine fêlée. Mais pour la première fois de ma vie, j'acceptais d'être vulnérable. J'acceptais que le roc soit devenu poussière pour enfin redevenir un homme. Un homme qui, aujourd'hui, a un message pour vous. Un message qui va peut-être vous faire mal, mais qui va vous sauver. Écoutez bien ce qui va suivre. Aujourd'hui, ma vie a le goût amer des leçons apprises trop tard. Je ne suis plus l'homme qui déplace des montagnes ou qui dirige des chantiers d'une main de fer. Mon quotidien, ce sont des pilules alignées sur le comptoir de la cuisine et le bruit du tensiomètre qui serre mon bras chaque matin. Je vois Sylvie me regarder quand elle croit que je ne la vois pas, et dans ses yeux, il n'y a plus cette admiration pour le roc que j'étais. Il n'y a qu'une immense cicatrice, la peur constante que je m'écroule à nouveau. Mon orgueil n'était pas de la force, c'était une négligence criminelle. En voulant rester le patriarche inébranlable, j'ai failli laisser ma femme seule face à des dettes que j'avais laissées s'accumuler par déni. J'ai failli priver mes petits-enfants d'un grand-père, simplement parce que je trouvais humiliant de porter une blouse d'hôpital. Aujourd'hui, mon entreprise n'existe plus. Mes économies ont fondu dans les soins et ma santé est une porcelaine fêlée que je dois surveiller chaque seconde. Tout ça pourquoi? Pour sauver les apparences, je m'adresse à vous maintenant. Oui, vous, l'homme de 50 ou 60 ans qui regarde cette vidéo en sentant ce poids familier dans la poitrine. Vous vous dites que c'est le stress, que c'est l'âge, que vous irez consulter après ce dossier ou quand le jardin sera fini. Vous vous mentez, comme je me suis menti. Vous pensez être courageux en endurant la douleur en silence. Vous êtes juste en train de rédiger votre propre acte de décès sous les yeux de ceux qui vous aiment. Votre corps ne négocie pas, et il se moque éperdument de votre ego. La fatigue chronique n'est pas une médaille d'honneur, c'est un signal de détresse. Ne laissez pas votre dernier acte de virilité être celui qui laissera une chaise vide à la table du prochain Noël. Ne faites pas comme moi. Ne confondez pas la force avec l'entêtement suicidaire. Regardez votre épouse, regardez vos enfants, et demandez-vous s'ils préfèrent un héros mort ou un homme vulnérable, mais vivant. Posez ce téléphone, arrêtez de chercher des excuses, et allez chez le médecin. Maintenant. Avant que le silence que vous avez choisi ne devienne définitif.